Des drapeaux sur les hauteurs de Kobané. L'organisation État islamique nargue la communauté internationale qui bombarde ses positions dans cette ville syrienne, devenue le symbole de la résistance kurde. Kobané est situé dans le nord de la Syrie, à la frontière turque. C'est un bout de Kurdistan. Ce territoire, sans frontières, ce peuple écartelé entre 4 pays. L'Iran, où la voix des Kurdes est étouffée. L'Irak, où le peuple kurde dispose d'un territoire autonome et des richesses du pétrole. La Turquie, où vit la plus grande communauté kurde sur fond de tension. Et enfin la Syrie. C'est là que des combattants kurdes syriens font face aux djihadistes. À la frontière, l'armée turque assiste aux affrontements sans y prendre part et empêche même les civils d'aller prêter main forte aux Kurdes syriens. Nous sommes Kurdes. Nous sommes ici pour la mort. Les soldats devraient nous laisser passer ou alors intervenir. Derrière cet attentisme turc, une crainte que le Parti des travailleurs du Kurdistan crée une base arrière en Syrie. Le PKK est considéré par Ankara comme une organisation terroriste. Pour nous, le PKK, c'est la même chose que Daesh. Il n'y a pas de différence. Le PKK serait pourtant devenu en Syrie l'inavouable allié de la coalition. Il remplace les troupes au sol que l'Occident n'envoie pas. Même chose en Irak, où les Peshmerga kurdes ont combattu Daesh. L'implication des Kurdes dans la guerre contre l'État islamique a fait renaître ces dernières semaines l'espoir d'une reconnaissance internationale, avec à terme la création d'un État indépendant. Mais ce soir, c'est la bataille de Kobané qui inquiète. Le sort de cette ville peut-il marquer un tournant dans l'histoire kurde ? Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Christian Chesneau, bonsoir. Vous êtes grand reporter à France Inter, arabisant, spécialiste du Moyen-Orient. Vous publiez aujourd'hui même Les chemins de Damas, coécrit avec Georges Malbruno, une somme sur le dossier noir, comme vous le dites, de la relation franco-syrienne chez Robert Laffont. À côté de vous, Gérard Chalian, bonsoir. Vous êtes géopolitologue, spécialiste des conflits asymétriques et irréguliers, et vous repartez, enfin ou plutôt vous partez d'ici 8-10 jours, précisément en Syrie et en Irak, dans le nord de ces deux pays. Et à côté de vous, Seveh Heidi Nizouli, bonsoir madame, vous êtes avocate, secrétaire de l'Institut kurde de Paris. On démarre dans un instant, mais d'abord, comme tous les soirs, une question relevée par Nadia chez nos internautes. Ouais, la voici. La coalition refuse d'envoyer des troupes au sol, mais les Kurdes, eux, vont au combat. Est-ce qu'ils font le sale boulot pour nous, Christian Chesneau? Est-ce qu'on peut effectivement entendre comme ça le refus de la coalition d'envoyer des troupes au sol? Les Kurdes sont là, ils vont au feu. Je ne sais pas s'ils font le sale boulot, ils sont chez eux. Donc ils défendent leur famille, ils défendent leur village, leur ville. Mais ça nous arrange. Attendez, donc ils sont agressés, forcément ils doivent être en première ligne. Ouais. Alors c'est vrai qu'après, est-ce que nous, dans notre combat contre Daesh, l'État islamique, qu'on combat en Irak, pourquoi effectivement on a un soutien très limité aux Kurdes syriens qui sont en train de se faire massacrer? Ça c'est une autre question. Mais c'est vrai qu'après, la question se pose, est-ce que les frappes sont suffisantes? Non, évidemment il faut des troupes au sol, mais pour l'instant il n'est pas question que des Français et des Américains viennent au sol, pas plus que des Turcs. Et évidemment la question qui se pose, pourquoi on n'arme pas ces Kurdes syriens à Kobané? Gérard Chalian, vous vouliez réagir instantanément? Écoutez, c'est le travail des Kurdes de défendre ce qu'ils ont gagné. Ils font le sale boulot. boulot. Évidence. Ouais. Non, c'est pas le sale boulot. Ils font le travail qu'ils doivent faire. C'est-à-dire, quand vous êtes agressé, vous vous défendez. Donc, les Kurdes font exactement ce qu'ils doivent faire. Nous leur fournissons, en somme, un appui logistique. On leur fournit des armes, en tout cas en Irak. On leur fournit une capacité d'entraînement en Irak. Par contre, comme vient de le dire mon voisin, en ce qui concerne la Syrie, compte tenu du fait que la Turquie est notre excellent allié, membre de l'OTAN. Vous persiflez? Vous ironisez? Oui, je ne suis pas opposé à l'ambiguïté. Et donc on ne fera rien. Pour la bonne raison qu'ils sont membres de l'OTAN et qu'ils ont même obtenu des excuses du vice-président américain lorsque celui-ci a déclaré que la frontière turque avait été ouverte depuis 3 ans. À quoi M. Erdogan a répliqué que personne n'était entré armé, n'était entré que les touristes. C'est joli. Alors, on va revenir sur toutes ces questions. Mais Guillaume, essayons de comprendre de quel territoire on parle et de quel pays on parle. Voilà, de quel territoire, de quel peuple et de quelle population. L'estimation de la population kurde, du peuple kurde, est d'environ 30 millions de personnes, même s'il peut y avoir des estimations un peu divergentes, qui sont principalement réparties dans 4 pays. D'abord la Turquie, où il y aurait environ 15 millions de Kurdes, ce qui représenterait 20% du total de la population turque. Puis l'Iran, où il y a 7,5 millions
de Kurdes. Ensuite, l'Irak, 5 millions d'habitants, et la Syrie, où il y a 2 millions de Kurdes. Ce qu'il faut tout de suite préciser, Gérard Chaliand, c'est qu'il n'y a qu'en Irak que les Kurdes bénéficient, pas d'un État indépendant, mais d'une forme d'autonomie très avancée. Oui, c'est là qu'ils bénéficient d'une très large autonomie due à 2 erreurs majeures. La première, la guerre de choix de 2003, qui fait qu'ils ont véritablement pu constituer non pas seulement une zone protégée comme en 1991, mais une véritable zone où ils ont pu s'organiser, garantir la sécurité et même passer à du développement. Ouais. Et la deuxième erreur, c'est l'erreur de M. Nouri el-Maliki, qui pendant des années, entre 2007 et cette année, a tout fait pour marginaliser les sunnites et qui s'est retrouvé... L'ancien Premier ministre irakien. Voilà, oui, il s'est retrouvé en fin juin complètement seul, avec des troupes en débandade, ce qui fait que les Kurdes d'Irak en ont profité pour occuper l'assiette territoriale qu'ils ont toujours demandé, dont Kirkouk. Alors, Sevé, Aydin, Izouli, on a évoqué donc ces 4 pays où il y a des Kurdes. La Syrie, 2 millions de Kurdes. Et cette ville, donc Kobané, vous dites, c'est un symbole. Mais un symbole de quoi, si elle tombe aux mains de Daesh ? C'est un symbole, c'est tout un symbole parce que c'est pour la première fois dans le Kurdistan syrien, nous avons une administration autonome pour les Kurdes. Nous savons que Kobané a été déclaré l'un des cantons, des 3 cantons pour le Kurdistan syrien, et que dans cette ville, vous avez des jeunes gens, des jeunes filles, des universitaires, des simples citoyens. Et le terme tout à l'heure, on disait des sales boulots. Effectivement, j'avais entendu une fois aussi une sénatrice, Madame Nathalie Goulot, dire que les Kurdes, ce sont des mercenaires. Pourquoi faire les mercenaires, c'est même le terme, c'est humiliant pour les Kurdes, mais en plus, ce n'est pas correct. Donc, revenons à ceux qui défendent Kobané. Ils sont chez eux. Oui. Et à Kobani, effectivement, donc, les gens de Kobani, depuis au moins le 15 septembre, sont en train de livrer un combat courageux. Mais vraiment, rien qu'avec leur courage et volonté, ils font face à l'armée de Daesh. Une armée, je rappelle que l'armée de Saddam Hussein, pourtant très bien équipée, n'a pas résisté 3 heures à leur offensive. Donc c'est tout un symbole pour cela. Premièrement. Christian Chesneau, c'est une grande ville, Kobané, 140 000 habitants, je crois. Aujourd'hui, les habitants ont fui pour la plupart. La plupart sont passés en Turquie. De l'autre côté, il reste les combattants, notamment des femmes, comme on l'a dit, qui se défendent avec des kalachnikovs, des armes légères, qui, face à l'offensive, parfois font même des attentats suicides. Il y a eu une jeune femme qui s'est... Voilà. Et le problème, c'est que... et là, on parlait du sale boulot, mais il y a aussi une hypocrisie des Turcs, mais aussi des Occidentaux, des Français, des Allemands, qui aident, parce que pour nous, il y a les bons et les mauvais Kurdes. Les bons Kurdes, c'est les Irakiens, les Kurdes irakiens. On donne de la formation, des armes, etc. Et puis il y a les mauvais Kurdes, c'est ceux de Syrie, parce qu'ils sont affiliés. Ils sont affiliés, le PID, c'est le parti de Union démocratique qui est affilié au PKK, qui est sur la liste du terrorisme européen, la liste noire américaine, qui est en lutte contre les Turcs. Et donc ceux-là, on va les laisser, alors qu'il y a un chef de ce parti qui est venu récemment à Paris cette semaine pour essayer de réclamer des armes. Il était en Angleterre, il était en Allemagne pour essayer de taper aux portes. Et on lui dit, il n'y aura rien. Alors qu'ils ont besoin simplement de missiles anti-chars, d'armes un petit peu légères, enfin un peu plus que les Kalachnikovs. Et ils disent, les frappes ne servent à rien, donnez-nous un peu d'armes pour nous défendre. Et bien justement, les frappes, donc ces frappes aériennes, donc occidentales, ont eu lieu pour essayer d'arrêter l'État islamique aux portes de Kobané. Mais ce n'est pas suffisant. Et d'ailleurs, le porte-parole du Pentagone, le contre-amiral John Kirby, vient de le reconnaître sans embâche. On l'écoute. Les frappes aériennes à elles seules ne vont pas y arriver, ne vont pas apporter une solution et sauver la ville de Kobané. Nous n'avons pas à l'heure actuelle un partenaire volontaire, capable et efficace sur le terrain à l'intérieur de la Syrie. C'est un fait. Gérard Chaliand, le porte-parole du Pentagone, parle d'un partenaire. Qui pourrait-il être ce partenaire au sol? Parce qu'en fait, il n'y a pas de militaires kurdes syriens, comme il peut y avoir des militaires kurdes irakiens, les Peshmerga. Dans la pratique, si vous voulez parachuter des RPG-7 et des RPG-9, c'est-à-dire des armes légères, ce sont des armes anti-tanks portables et individuelles, extrêmement performantes. Bon, ils ne le feront pas.
Ils ne le feront pas parce qu'ils sont gênés par rapport à la Turquie, parce que la Turquie est un très bon allié. En définitive, les frappes... Donc les Américains ne veulent pas aider les Kurdes syriens à se défendre contre l'État islamique. Exactement. Vous venez de dire la chose de façon très claire. Et j'ajoute que s'ils voulaient faire des frappes aériennes, il fallait le faire quelques jours avant, au moment où les troupes de l'État islamique avançaient en plaine et étaient complètement vulnérables. On ne fait pas des frappes au moment où on est en ville en disant on ne sait pas très bien comment frapper. Donc vous avez l'air d'insinuer qu'il y a une volonté délibérée de n'avoir rien fait, hein, c'est ça? Oui, très franchement, je veux dire, dans cette affaire, il y a beaucoup d'hypocrisie. On voulait que Kobani tombe, on voulait que Kobani tombe, et les Américains et les Turcs, effectivement, dans ce jeu, moi je suis étonnée quand on attend de la Turquie qu'elle intervienne, mais la Turquie n'est pas la solution, la Turquie c'est le problème, la Turquie c'est elle qui a fait entrer Daesh justement pour parvenir à écraser Kobani avec son statut, donc c'est pas aujourd'hui que c'est elle qui va venir pour sauver Kobani. Manque de discernement des Occidentaux, de votre point de vue. De surcroît, le New York Times signale aujourd'hui qu'il y a une divergence importante entre les États-Unis et la Turquie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Turquie réclame que l'on se débarrasse d'abord de Bachar el-Assad et qu'on s'occupe après des islamistes. Ce qui veut carrément dire laisser place nette aux islamistes et puis nous, on pourra en profiter. Alors Nadia, on va revenir à propos des Kurdes sur ce qui les caractérise dans leur gouvernance et leur rapport à l'autre, mixité, laïcité, la présence des entre femmes, autres, absolument, et la présence et des puis femmes. surtout sur le terrain, on le voit bien en ce moment, on a vu beaucoup de photos, beaucoup de vidéos de femmes, et notamment de femmes très jeunes. Vous avez évoqué le cas de cette femme qui a fait un attentat suicide aux abords de Kobané pour empêcher Daesh d'avancer, puis aussi parce qu'elle préférait sûrement mourir que d'être attrapée et d'être violée. Alors tout le monde a l'air de découvrir ça, alors que c'est pas du tout nouveau. Il y a toujours eu des femmes dans les années 90 en Turquie. Le PKK a déjà donné naissance à un corps d'armée entièrement féminin. On imagine aussi qu'elles y vont là aujourd'hui parce qu'elles sont terrorisées, scandalisées par le traitement qui est réservé aux femmes par les hommes de l'État islamique. Mais est-ce que culturellement, l'égalité, la parité, ça fait partie de la doctrine kurde, de l'idéologie? Tout à fait, mais regardez, vous avez en Turquie, on parle tellement, on dit le PYD, c'est la facette ou la branche politique de PKK. Hein, le parti politique, mais alors, le parti DTP et BDP qui étaient avant en Turquie, ils sont au Parlement et ils ont deux mairies. Dans les mairies, ils ont imposé des quotas moitié femmes. Ils détiennent 103 mairies en Turquie, dont 47 femmes. Ils ont au Parlement turc à peu près 29 députés, 14 femmes. Donc, ils appliquent effectivement l'égalité. Ces femmes qu'on voit là, c'est pas de la communication, ça fait vraiment partie de l'idéologie. Absolument pas, et c'est incarné, et c'est depuis très longtemps, et c'est un combat idéologique qui est là, c'est la laïcité, c'est l'égalité. Alors, une dernière question avant de passer, d'approfondir un peu la question turque. Juste une question sur les relations entre les Kurdes syriens et Bachar el-Assad, depuis notamment juillet 2012. Quelles sont-elles, Gérard En deux Cheniot? mots, les Kurdes syriens ont décidé qu'ils n'allaient pas se mêler de cette affaire. Ils ont un problème, eux, en tant que Kurdes. Ils ont d'ailleurs pas mal dégusté à l'époque du papa de M. Bachar el-Assad. Et ils ont décidé que leur combat, c'était d'abord de se renforcer. Ils sont dans cette affaire neutre, ce qui arrangeait bien M. Bachar el-Assad. Voilà. Si je peux ajouter juste une petite chose, s'il vous plaît. En 2004, il y a eu un soulèvement des Kurdes à l'encontre de ce régime de Bachar el-Assad. Or, les Kurdes n'ont pas été soutenus par la large population syrienne. Et aujourd'hui, donc, les Kurdes avaient peur, s'ils entrent dans la révolution, qu'ils soient abandonnés et trahis. Et ils ne voulaient pas être ni de côté de Bachar el-Assad, mais pas non plus à côté de al-Nusra. C'est pour ça que pour les Français, au mieux, ils sont indépendants, au pire, c'est des collaborateurs de Bachar el-Assad. Donc on ne les aide pas. Vous voulez dire du point de vue français? Ce qui est faux. Du point de vue français. Ce qui est faux, selon vous. Alors, Christian Cheniot, la Turquie joue-t-elle un double jeu ou un triple jeu? On a du mal à s'y retrouver dans les doubles ou triples jeux. C'est-à-dire qu'effectivement, non, mais ce qu'il faut dire, c'est que depuis le début, vous savez, Erdogan était très copain avec Bachar el-Assad avant la révolution, avant le début des événements. Il faisait du business, c'était vraiment la lune de miel. Et puis effectivement, il y a eu cette révolte en Syrie. Et effectivement, Erdogan a pris le camp des durs, voulait faire chuter Bachar el-Assad, comme les Français, les Américains et beaucoup de monde, comme une partie des Syriens. Et puis effectivement, ils ont laissé leurs frontières ouvertes. En tout cas, ils ont laissé leur territoire comme base arrière, d'abord des opposants modérés. Puis des djihadistes.
des islamistes. Quand est-ce qu'ils ont arrêté justement de laisser Ah bah là c'est très récent, mais ils n'ont jamais laissé. Vous savez que les gens de Daesh sont soignés dans les hôpitaux à Gaziantep, c'est-à-dire les pires sont soignés en Turquie. La Turquie achète-t-elle le pétrole moins cher que lui vend par contrebande les djihadistes? De très loin. La Turquie obtient un pétrole à un prix dérisoire. Je ne sais pas si c'est 20 ou 30 barils. Voilà. C'est-à-dire que par rapport à 100, c'est moins du tiers du pays. Tout ce qui s'inscrit comme trafic, en disant ce sont des trafiquants, personne ne trafique en Turquie sans que l'État ne puisse le contrôler. Très bien. Alors je vous propose un petit retour en images avec le rétroviseur de Marc-Antoine de Porrette sur l'histoire récente des Kurdes irakiens, avec bien sûr cette année noire qui était 1988. Regardez. Le 11 mars 1974 est un jour historique pour les Kurdes d'Irak. Leur région obtient une autonomie relative et la loi stipule même que le kurde devient la langue officielle. Barzani et son parti obtiennent du numéro 2 du régime irakien, un certain Saddam Hussein, un statut d'autonomie pour son pays comme jamais les Kurdes n'en avaient obtenu jusque-là. Les Kurdes célèbrent leur victoire dans la rue, mais très vite, les relations avec Bagdad se dégradent. Pour ne pas perdre la province kurde riche en pétrole, en 1988, Saddam Hussein lance des raids à l'arme chimique. L'architecte de ces basses œuvres, Ali Hassan al-Majid. Celui que l'on surnommera Ali le chimique orchestre le massacre. C'est l'opération Anfal. Nous avons trouvé sans discussion 3 gaz, donc le cyanure, les neurotoxiques et le gaz méthacrylipérite. Gazage, bombardement, exécution, les Kurdes fuient vers la Turquie voisine. Le summum de l'horreur est atteint avec l'attaque au gaz de la ville d'Halabja. La communauté internationale s'alarme. Créons une situation qui fasse qu'aucun État ne puisse impunément employer l'arme chimique pour régler ses problèmes externes ou internes. 182 000 Kurdes ont trouvé la mort dans ce génocide. Le 23 juin 2007, Ali Hassan al-Majid est reconnu coupable de génocide par un tribunal spécial irakien. Ali le chimique est condamné à mort par pendaison. Est-ce qu'on peut imaginer, Gérard Chalian, qu'un jour, l'empathie et d'une certaine manière l'adhésion de la communauté internationale au problème des Kurdes fasse que la chute de Kobané, ville martyre, se transforme d'une manière paradoxale en non pas un atout pour les Kurdes, mais en quelque chose qui les soutiendra dans l'obtention d'une autonomie plus vaste? Pour l'instant, je crois que, comme c'est parti, lorsque Kobané va tomber, nous allons, en hypocrite, faire un hymne mémorial. Quelque chose que, d'ailleurs, nous faisons de façon très remarquable, comme pour le Rwanda et à d'autres occasions. Donc, je crois que vraiment, là, c'est sciemment qu'on va laisser les choses se faire. Du point de vue des Turcs, les Kurdes, c'est la même chose et le PKK, c'est la même chose que Daesh et l'organisation État islamique, véritablement? Non, pour la Turquie, les Kurdes, c'est un problème interne désagréable. Ils ne veulent absolument pas accorder d'autonomie. Ils rechignent à accorder des droits culturels. Bon, en fin de compte, admirable occasion de faire saigner les Kurdes et de leur en donner le moins possible demain. Alors, je vous propose d'accueillir Juan Gomez pour évoquer un pays en Europe, et ça n'est pas la France. Il y a des Kurdes en France, un pays en Europe où il y a une grande diaspora kurde, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, effectivement, c'est ce pays qui, peut-être aujourd'hui, incarne davantage cette diaspora, puisque c'est dans ce pays qu'on compte la plus importante diaspora au monde. Alors, officiellement, il n'existe aucun chiffre, mais selon l'association des Kurdes d'Allemagne, plus d'1 million d'immigrants en provenance du Kurdistan se sont installés outre-Rhin. La plupart d'entre eux sont d'ailleurs de nationalité turque. Et en ce moment, eh bien, cette communauté se mobilise justement pour soutenir leurs proches dans le nord de la Syrie. Mardi, regardez, il y a eu des rassemblements dans différentes villes allemandes pour dénoncer le massacre opéré par les djihadistes de Daesh dans la ville de Kobané. Les manifestations se sont d'abord déroulées pacifiquement, mais dans la soirée, eh bien, l'ambiance a dégénéré. Par exemple, à Hambourg, à la fin du rassemblement, quelques 75 manifestants kurdes se sont dirigés vers une mosquée où les attendaient une cinquantaine de militants islamistes présentés comme des salafistes. Au fil des heures, les deux groupes se sont renforcés. La police a compté jusqu'à 400 personnes, certaines munies de bâtons, d'autres d'armes blanches. Et durant une partie de la nuit, eh bien, ces deux camps se sont affrontés. Et la nuit dernière, encore une fois à Hambourg, de nouveaux incidents ont éclaté entre militants islamistes et kurdes. 1300 policiers ont d'ailleurs été déployés dans la ville. Alors évidemment, aujourd'hui, certains craignent que l'Allemagne importe sur
son sol ce conflit entre Kurdes et État islamique, d'autant que selon les services de renseignement, ces 2 dernières années, le nombre d'islamistes radicaux est passé de 4500 à 5500 en Allemagne. Et désormais, en tout cas, cette mobilisation des Kurdes d'Allemagne ne se limite plus à des rassemblements. Selon des estimations, des dizaines d'entre eux ont pris la route direction le Kurdistan pour défendre justement leur terre natale. Et vous allez le voir, c'est le cas notamment de Karvand. Il a quitté Düsseldorf pour combattre les djihadistes. J'ai quitté mon affaire, ma maison, et je suis monté dans une voiture avec ma famille il y a 3 mois pour rejoindre le combat contre l'État islamique. Voilà. Alors ces militants aujourd'hui peuvent compter en tout cas sur le soutien de Berlin, puisque Angela Merkel s'est engagée à équiper quelques 10 000 peshmerga. Comme la France, eh bien l'Allemagne a déjà livré des armes à ses combattants kurdes. Depuis la semaine dernière, une centaine d'officiers allemands sont sur le terrain justement pour les former au maniement de ces équipements. Christian Chesneau, on a vu ces derniers mois de plus en plus d'Européens partir faire le djihad en Syrie. Est-ce qu'on ne risque pas dans les prochaines semaines d'assister à un départ massif de Kurdes européens vers des zones de combat? Peut-être, mais en tout cas, il faut revenir à la Turquie. Les Turcs bloquent justement les gens qui rentrent côté Syrie. C'est-à-dire qu'il y a eu des manifestations, des gens qui avaient quitté Kobané pour se réfugier en Turquie et qui voulaient revenir combattre. Et les Turcs ont fermé la frontière. Donc il y a eu aussi des incidents à la frontière. Ce que vous parliez sur les formations des Allemands, mais c'est les Kurdes irakiens. C'est-à-dire qu'encore une fois, on aide les bons Kurdes, ceux qui sont avec les Turcs. Donc je veux dire, encore une fois, les Français c'est pareil. On donne du matériel, de la formation, etc. Mais ceux dont on parle aujourd'hui, Kobané, les Kurdes de Syrie, eux, on va les laisser tomber. Et c'est là que ça pose un problème, parce qu'effectivement, on va sacrifier une ville pour des intérêts politiques. Sacrifier une ville et fracturer un territoire et créer une sorte de brèche dans un territoire. Non, vraiment, cette zone que la Turquie insiste pour dire, voilà, on voudrait quand même créer une zone tampon. Ah, alors, la zone tampon. Ben voilà, la zone tampon, c'est quelque chose de très, très dangereux pour les Kurdes. Vous savez que le régime basse, Hafez al-Assad, donc avant qu'il arrive au pouvoir, ils ont fait un projet qu'on appelait la ceinture arabe. C'était quoi ce projet de ceinture arabe? On a installé des colonnes arabes dans des régions kurdes et on a obligé les villageois kurdes à partir de leur zone et justement d'une manière à faire une sorte de ceinture séparer les Kurdes. Ce projet n'a pas tellement réussi dans ce sens que les Arabes qui ont été implantés dans la région du Kurdistan syrien ont été un peu intégrés dans la communauté, même qu'aujourd'hui, ils soutiennent Daesh. Erdogan souhaiterait quoi? Souhaiterait installer une zone tampon. Cette zone tampon est dangereuse pour 2 catégories des Syriens. Pour les Kurdes, parce qu'on va séparer les Kurdes de Rojava, de Syrie, de Kurdes de Nord, les Kurdes de Turquie. Mais également, on va y installer les 1,5 million des réfugiés syriens qui sont en Turquie, d'une sorte qu'on pourrait assister à une catastrophe telle que les Palestiniens ont vécu dans les années 48. Ces réfugiés syriens, peut-être, ne rentreront jamais dans leur domicile. Erdogan va s'en débarrasser, il va mettre ses réfugiés syriens dans une zone dans le nord et comme ça, il est tranquille de tous les côtés. Ça, c'est le scénario catastrophe. Mais bien sûr. En 2 mots, si vous voulez, la zone tampon voulue par la Turquie est au profit de la Turquie. Voilà, c'est tout. Ça n'a aucun rapport. Ils veulent se débarrasser. Voilà. Vous vous souvenez, au début du conflit, Davutoglu avait dit, le ministre des Affaires étrangères avait dit, la Turquie ne peut pas accueillir plus de 100 000 réfugiés. Mais il y en a pas 1,5 million. Ah, il y en a 1,5 million. Donc là, ils veulent les faire repasser de l'autre côté, créer cette zone. Sauf que le problème, c'est que pour créer une zone en territoire syrien, pas en territoire kurde, il faut l'aval du Conseil de sécurité. Et les Russes et les Chinois diront non. À court terme. Donc il n'y aura pas de zone tampon. Il n'y aura pas de zone, non. À court terme, Gérard Chaliand, le grand gagnant de ce puzzle, c'est quand même l'État islamique, parce qu'il va pouvoir prendre cette grande ville. Finalement, il a obtenu une forme de neutralité des Turcs et donc il continue à s'étendre. Oui, il y a 2 vainqueurs dans cette affaire. Comme vous venez de le dire, l'État islamique et de l'autre côté, la Turquie. Indiscutablement. Mais la Turquie est dans l'OTAN. Est-ce que les Américains, à un moment, ne vont pas dire il faut que vous choisissiez votre camp? Officiellement, la Turquie fait partie de la coalition contre Daesh. Il y a un double langage. Comment dirais-je, les tensions existent. À mon avis, les Américains vont jouer plutôt la carte financière. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale va être beaucoup moins généreuse à l'égard de la Turquie. C'est-à-dire qu'on va quand même, non pas les heurter de front, mais en indirect,
on va quand même serrer la vis dans la mesure où les problèmes financiers, la chute de la livre turque ne sont pas négligeables. Mais leur imposer quelque chose sur le plan politique, c'est très difficile parce que M. Erdogan déteste que l'on lui fasse la leçon. Le troisième vainqueur, c'est Dernier Bachar. mot. Parce que lui, effectivement, plus les djihadistes montent, plus effectivement, c'est moi ou eux. Et pour l'instant, ça continue. Et voilà. Mot de la fin pour ce soir. Quant à ce débat, ils sont sévères mais justes.